progrès là-dessus. Benoît Borda. Bonjour à tous. Merci pour vos interventions et merci, Monsieur le Président, d'avoir permis cette audition ce matin. Je ne vais pas revenir sur les différents points qui ont été évoqués, mais revenir sur le point petite filière, puisque donc on a évoqué cette filière moutarde qui avait disparu, qui finalement s'est remontée, a réapparu, mais qui fait face à des difficultés, on l'a dit, climatiques, phytosanitaires. On l'a dit, la filière moutarde, elle est emblématique de l'identité du territoire régional bourguignon, à l'image d'autres petites filières, et on l'avait évoqué sur une autre audition. On a l'exemple effectivement des lentilles, de la cerise, de la chicorée, qui sont toutes des petites filières qui rencontrent à peu près finalement toutes le même type de difficultés que vous. Elles ne sont peut-être pas la même organisation, mais elles ont les difficultés liées au climat, les difficultés liées à la pression sanitaire. Et donc la question que j'avais, c'est à un moment donné, est-ce que vous, tout seul dans votre coin, vous craignez pas d'être à un moment donné trop fragile, de ne pas peser assez lourd? Et est-ce que vous n'avez pas déjà réfléchi à vous organiser en petites filières, c'est-à-dire à ce qu'à un moment donné, les petites filières françaises ne devraient pas, à un moment donné, se dire, même si on n'a pas la cerise, c'est pas la moutarde, est-ce que vous ne devez pas réfléchir à un moment donné à vous structurer au niveau national pour arriver à faire bloc et à peser ensemble quand vous avez des problématiques? Donc ça, c'était une de mes questions. Et l'autre question que j'avais, c'est effectivement, vous parliez de la dérogation que vous avez obtenue. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui permettent de produire la moutarde avec ce produit sans problématique d'autorisation ou non? Et donc, est-ce que vous faites face à une forme de concurrence déloyale? Et la dernière question que j'avais, c'est une question qui est une remarque, c'est ce travail que vous menez en lien avec les industriels. Est-ce que vous pensez que ça a été bénéfique à la préservation de la filière? Et est-ce que vous envisagez d'autres actions avec les industriels, notamment ceux qui ne sont pas forcément sur le territoire national, pour renforcer un peu, parce que ça va être tout le débat qu'on aura aussi, c'est-à-dire qu'il y a la question de la production, mais la question de la relation entre nos producteurs et nos industriels pour pérenniser nos productions. Je peux répondre sur le volet un petit peu industriel. Alors, contrairement aux autres filières que vous avez citées, la moutarde est un produit beaucoup d'image, comme je le disais tout à l'heure, qui s'exporte énormément et qui est un symbole, je le répète, de l'excellence française gastronomique et agroalimentaire. Que ce soit la chicorée ou la lentille du Puy, ce sont des produits qui sont moins visibles sur les marchés étrangers. Donc ça, il faut bien en être conscient et on joue vraiment sur l'image et sur la diffusion un petit peu, oui, des produits agroalimentaires à l'étranger. Voilà, c'est un point qui est très important. Pour répondre à votre question sur les filières, je pense qu'on est une filière exemplaire, hein, puisqu'on regroupe l'essentiel des producteurs de moutarde en France. Il n'y en a pas tant que ça. Avec ces 5 producteurs qui sont au sein de l'association moutarde de Bourgogne, même s'il y en a un qui est en dehors de la Bourgogne, ça représente 98% de la production nationale. Donc on va les citer, hein. Le numéro 1, c'est le groupe Unilever avec ses marques Amoramaille. Il y a le groupe Kuhn, européenne de condiments, qui est à Couchet. Il y a Rennes de Dijon, le groupe Develay, le groupe allemand Develay, qui est implanté aussi dans la région. Il y a Fallot et il y a le groupe Charbonneau-Brabant. Avec ces 5 entités, je vous dis, vous avez 98% de la production nationale. Donc on travaille étroitement avec la Chambre d'agriculture, on travaille étroitement avec l'association des producteurs de graines de moutarde. Donc on est vraiment soudés pour avancer dans cette démarche. Je ne vois pas de quelle manière on pourrait être plus efficient sur ce point-là. Et concernant la concurrence étrangère, oui, on a une concurrence étrangère parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moutarde de Dijon, ce n'est pas une appellation protégée. C'est une appellation, c'est une recette qui est régie par un décret
un décret qui date de 1937, qui était retoiletté en juillet 2000 exactement, pour ajouter quelques variétés de moutarde. Mais l'appellation essentielle, qui est moutarde de Dijon, vous pouvez la fabriquer partout en France, et c'était repris par un code de bonne pratique au niveau européen. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer la moutarde de Dijon à Francfort ou à Vienne ou à Barcelone en utilisant le terme moutarde de Dijon. Donc effectivement, ce qui nous raccroche un petit peu à notre territoire, c'est aussi cette relance de la culture de graines dans la région. Parce que voilà, c'est comme si vous fabriquiez un calisson d'Aix à Lille. Ben non, ça ne fonctionne pas. La moutarde française est de Dijon. Si on met sur l'étiquette, quelle que soit la marque du produit, fabriqué dans la région de Bourgogne et avec des graines régionales, ça a plus de sens vis-à-vis du consommateur qu'une moutarde qui est fabriquée en Allemagne et qui porte l'appellation moutarde de Dijon. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on est sur un marché de prix aussi, la moutarde. C'est un produit qui n'a pas un prix de vente très très élevé. Donc c'est une question d'équilibre, comme tout. Il ne faut pas qu'on paye non plus les graines trop cher. Il faut que nos usines soient compétitives et investissent régulièrement. Voilà, et surtout fortifier notre origine et le fait que ce soit fabriqué dans la région de prédilection de la moutarde. On a une histoire tellement... D'ailleurs, je vais emmener un livre pour vous documenter là-dessus. Il y a vraiment une histoire très forte autour de ce produit en Bourgogne. Je ne sais pas si on répond à toutes vos questions ou s'il y a peut-être d'autres... Oui, monsieur le député. La question, les produits utilisés aujourd'hui, les produits utilisés qu'on demande sont produits en Allemagne pour l'instant. D'accord. Donc on apporte des produits d'Allemagne. Par rapport à l'organisation de la filière, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres filières moutardes développées comme nous, d'autres petites filières. Oui, d'autres petites. Alors la fédération de plein de petites filières, effectivement, on ne fédère pas à ça. On vient de faire rentrer une nouvelle filière qui vient d'adhérer au niveau de l'AMB, qui s'appelle l'AMNA, c'est l'Association des moutardes de Nouvelle-Aquitaine. Et ça, par le biais, c'est un groupement de producteurs aussi, avec un transformateur de Louis qui est basé à Limoges, je crois, qui appartient aussi déjà, qui a des liens de parenté à Charbonneau-Brabant, et donc dans lequel ils viennent de rentrer avec nous, notamment sur le développement de la moutarde bio. D'accord ? Parce qu'eux, ils avaient un petit peu plus, entre guillemets, d'expérience que nous. Et nous, un petit peu moins, comme on a voulu développer cette filière bio, on s'est rapproché d'eux. Donc, ils viennent d'adhérer à notre association. Et aussi par le biais que le fait que, entre guillemets, on va pouvoir leur fournir du matériel génétique. Voilà, parce qu'eux démarrent de rien du tout. Et donc, on a trouvé un accord entre cette petite filière ici. Voilà, donc ça reste à ce niveau-là, mais il n'y a pas une fédération nationale des petites filières, j'en suis pas au courant. La grosse difficulté qu'on pourrait avoir à se fédérer avec d'autres petites filières qui ont les mêmes problématiques que nous, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont aussi globales que nous. Et c'était souligné tout à l'heure, on a la chance, nous, d'avoir les outils de production qui sont chez nous. Et souvent, beaucoup de petites filières, des fois, les acheteurs sont ailleurs et ils ne sont pas fédérés comme nous. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on essaye de travailler nos dossiers comme on le peut, mais on n'a jamais pris le temps d'essayer d'aller voir avec d'autres petites filières qui ont les mêmes problématiques que nous pour essayer d'avoir un lobbying, parce que ça serait ça l'intérêt, d'avoir un lobbying et peser un peu plus sur le débat. Mais on ne l'a jamais fait, non. Vous aviez encore des questions juste sur est-ce que le collègue Tanguy a des questions? Allez-y. Puis moi, je reviendrai sur l'histoire des drapeaux français. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette audition que j'ai suivie à distance. Moi, j'avais deux questions. Première question, ça a été dit de manière un peu diffuse, c'est sur l'absence finalement de pilotage de la filière par aucun organe public ou même de concertation, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Est-ce que depuis 30 ans, il y a un accompagnement quelconque ou des questions posées sur cette filière ou est-ce qu'elle a été laissée à une organisation autonome avec les difficultés et les résultats que vous avez exposés? Et ma deuxième question est très différente. J'en reviens sur la protection
la marque, enfin de l'identité de la moutarde de Dijon. Si j'ai bien compris, vous avez expliqué que c'était impossible de défendre cette appellation compte tenu de l'utilisation massive par d'autres acteurs. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, ce sera aussi valable pour toute IGP, même nouvelle, que vous créez. Elle pourrait aussi être volée, pas respectée et utilisée par des acteurs, en particulier encore aux États-Unis, qui ne la respecteraient pas. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce raisonnement? Parce que à partir du moment où on en défend une, soit on les défend toutes, soit on n'en défend aucune. Et une autre question, c'est finalement sur cette confusion autour des IGP, ce qui en est, ce qui en est pas, pourquoi, quel choix on fait, pourquoi est-ce qu'on défend le comté et pas le brie ou le camembert, pour reprendre deux exemples que vous avez donnés. L'OMC est censé quand même garantir un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que, comme par hasard, c'est toujours les États-Unis héros à double sens de la propriété intellectuelle quand ça les arrange, en particulier en Asie, et qui visiblement ne s'en soucient pas pour les productions alimentaires françaises et qui en font systématiquement d'ailleurs une arme de négociation, ou une menace plutôt d'ailleurs, puisque de négociation, dans un certain nombre de négociations commerciales. Et pourquoi finalement on ne pourrait pas défendre la moutarde aussi bien qu'on le fait ou qu'on essaie de le faire, parce que c'est pas parfait, que le champagne, parce qu'il y a des productions considérées comme nobles, entre guillemets, hein, c'est pas mon terme, des produits qui ne le sont pas. Voilà, merci beaucoup. Je pourrais répondre sur cet aspect appellation, mais ça c'est une évidence. Il y a de nombreux produits et de noms de produits qui sont utilisés à l'étranger parce que c'est devenu des noms génériques. Et là, vous pouvez absolument rien faire. C'est devenu un nom générique. Brie, par exemple, c'est quelque chose, ça décrit un fromage à pâte molle, avec une croûte, etc. Le camembert, c'est pareil. On peut absolument plus revenir dessus. Par contre, effectivement, camembert de Haute-Normandie, là, c'est une AOP. C'est défini clairement dans un signe de qualité. Voilà, donc vous ne pouvez absolument plus revenir dessus. Et la moutarde de Dijon, ça en fait partie. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme moutarde de Bourgogne pour une IGP, indication géographique protégée, donc une appellation différente de moutarde de Dijon. Et d'ailleurs, l'INAO ne nous aurait jamais accordé le fait de pouvoir utiliser moutarde de Dijon pour une IGP ou pour une AOP. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même des produits qui sont sous signe de qualité, vous parliez tout à l'heure du comté, eh bien, le terme comté est utilisé aussi au Canada, dans l'Ontario, pour un fromage qui s'apparente un petit peu au comté. Donc, voilà, c'est un fait. La France est un pays agroalimentaire et un pays d'excellence en termes de qualité des produits. Et c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu piller nos appellations. Et ce que je regrette, c'est qu'on le constate seulement aujourd'hui. Hein. Il n'y a que la Champagne qui, effectivement, a réussi, et encore, il y a encore des produits qui circulent, notamment en Californie avec le terme Champagne. Il n'y a que la Champagne qui a réussi à se protéger par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est un constat. Il y a beaucoup d'appellations françaises qui sont utilisées à l'étranger. Le terme Chablis aussi. Chablis, aux États-Unis, c'est quelque chose de courant pour les vins blancs. Voilà, je veux dire, il suffit juste de voyager un petit peu à l'étranger pour se rendre compte de ce qui se passe. Moi, c'est pas trop ça qui me gêne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces appellations-là, on pourra absolument plus rien faire. Hein, faut pas se leurrer. Je pense que au niveau de l'OMC, il y aura un lever de bouclier. C'est juste pas possible de dire, bah non, attendez, camembert et brie et moutarde de Dijon, on se les réapproprie. C'est juste pas possible. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'emblème national qui est utilisé sur certains produits qui sont fabriqués en France, mais qui ont été pris par des groupes agroalimentaires étrangers et qui produisent sur place avec un drapeau français. Ça, je trouve que c'est un peu limite.
Et c'est le cas pour la moutarde de Dijon. Hein. C'est évident sur les États-Unis. Grey Poupon, par exemple, qui est fabriqué par le groupe Kraft, Heinz Kraft, fabrique de la moutarde de Dijon avec le bel emblème français. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, par rapport à votre première question, donc en fin de compte, la filière, elle a été accompagnée depuis le début, dès les années 93, par France Agrimaire et puis le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté par rapport au financement des programmes de recherche. Donc il y a eu un accompagnement progressif. Donc après, France Agrimaire s'est retiré et c'est le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui est resté donc seul financeur. Ensuite, on a également participé à un programme, donc un PEI, en 2015. Donc, on a eu des financements européens. Donc, voilà. Donc, il y a un accompagnement quand même qui est fait de la filière, et ce, depuis le début. Ce qui est le plus difficile dans l'accompagnement... Ce qui est le plus difficile dans l'accompagnement par rapport au financement qu'on a, c'est que les accompagnements, des fois, sont faits pour des filières plus grosses que nous, c'est-à-dire avec des capacités d'investissement qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Et cette taille-là, des fois, nous empêche de rentrer sur des programmes de recherche, notamment les programmes de recherche européens. Et ça peut être une difficulté. Donc, c'est vrai que là-dessus, si on pouvait avoir de l'accompagnement plus spécifique, je vois, nous, en permanence, on est obligé de financer de la sélection. Ce qui nous est reproché, c'est qu'on est prêt à être accompagné, sauf qu'il faudrait que ce soit quelque chose de nouveau. Sauf que pour nous, créer une variété, tous les ans, c'est une nouvelle variété. Sauf que la recherche sur de la sélection, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 25 ans. Donc on nous dit, non, c'est pas nouveau, vous le faites déjà. Donc des fois, on tourne un petit peu en rond. Voilà. Moi, j'ai juste une réaction sur l'histoire des appellations et des drapeaux, parce que c'est un peu comme sur l'histoire des surtranspositions. Moi, je me méfie quand même un peu de ce débat. Alors, je comprends la problématique qu'il y a dans votre filière, et d'ailleurs, vous avez un peu trouvé la parade, parce qu'avec l'appellation moutarde de Bourgogne, alors qui peut se décliner à l'infini, il y a quelque chose de malin qui se fait. Mais je me demande si sur l'histoire des appellations, au fond, c'est pas comme sur les surtranspositions, c'est-à-dire que au final, tout ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a probablement des appellations où on n'a pas été assez vigilant et donc qui sont un peu utilisées dans le monde. Mais est-ce que la France est irréprochable dans ses propres pratiques aussi? L'industrie agroalimentaire, quand je vois qu'il y a de la saucisse de Francfort qui est produite en France par des industriels français et avec du porc d'origine française, bon, les Allemands pourraient très bien aussi nous faire ce reproche sur l'utilisation de la dénomination Francfort. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je suis alsacien, qu'il y avait eu tout ce débat sur l'utilisation de l'appellation Tokay pour certains vins blancs. Et où d'ailleurs, après une longue procédure judiciaire, la Hongrie avait eu gain de cause et l'appellation Tokay ne peut plus être utilisée en dehors de la Hongrie, il me semble. Donc voilà, eux, là, c'est un autre pays qui avait eu le sentiment que d'autres pays, et là, c'était notamment en Alsace et ailleurs, qu'il y avait une utilisation abusive de l'appellation Tokay. Je cherchais un peu avant, là, pendant les débats, je comprends qu'il y a eu aussi beaucoup de débats et aussi des décisions rendues par les autorités judiciaires sur l'appellation Feta, où la Grèce a regretté historiquement que l'appellation Feta puisse être utilisée par d'autres pays. Donc ça, c'est sur l'histoire des appellations, et je pense que si on faisait un état très objectif de la chose, je ne suis pas certain qu'on soit forcément les plus vertueux. Après, sur les drapeaux, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc c'est juste des réactions comme ça à brûle-pourpoint. Mais si on rentre dans la logique où on se dit que le drapeau français bleu, blanc, rouge, en gros, ne peut que être délivré après une espèce de visa donné par les autorités françaises, là aussi, je pense, soyons très prudents, parce qu'il y a d'autres
je vais un peu plus loin, je vais sur toute la filière agroalimentaire. Mais si on commence à compter en France le nombre de restaurants qui font un usage extensif de drapeaux, j'en sais rien, américains, italiens, grecs, dont je parlais, même turcs maintenant, parce que voilà, la gastronomie turque aussi rentre petit à petit dans la restauration rapide, et il doit y avoir d'autres pays. Ces États pourraient peut-être aussi légitimement nous dire, vous avez des opérateurs économiques chez vous qui se font de l'argent en utilisant notre emblème national. Est-ce que demain, on a envie que, je ne sais rien, la municipalité d'Istanbul commence à faire le comptage du nombre de restaurants qui s'appellent Istanbul en France, et il doit y en avoir d'autres sur d'autres noms de villes. Voilà. Donc, je comprends le problème que ça pose dans votre filière. Mais je pense qu'il faut être en fait assez prudent parce qu'il n'est pas certain que nous soyons forcément les plus vertueux. Voilà. En tout cas, c'est une problématique qui me semble complexe. Voilà ma réaction. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Je pense qu'il faut bien distinguer tout ce qui est prestation de service de tout ce qui est produit agricole, agroalimentaire transformé. C'est deux choses qui sont totalement distinctes. C'est vrai que le problème est épineux parce que il faut considérer aussi certains groupes agroalimentaires français, et on peut pas le citer, Lactalis, qui effectivement a des implantations aussi un petit peu partout dans le monde, qui utilisent des marques françaises et qui ne se privent pas parfois, je dis bien parfois, de mettre le drapeau français sur des productions qui sont faites à l'étranger. Donc voilà, mais je pense qu'il faut quand même, c'est quand même une question à se poser, parce qu'il y a quelque part un petit peu quand même tromperie de la part du consommateur. Sur vos fameuses saucisses de Francfort, le fait, effectivement, l'appellation correspond peut-être à une pratique ou à un produit, une recette, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de producteurs français qui mettent le drapeau allemand dessus. C'est là où jusqu'où on va, quoi. Et quelque part, il y a quand même un peu quelques faussaires, voilà, qui profitent un petit peu de l'aura des produits agroalimentaires français, de l'art de vivre français, et il y a des pratiques qui sont abusives, c'est évident. Donc c'est là-dessus où il faudrait quand même être vigilant, parce que voilà, c'est pas tolérable. Et je suis pas persuadé que si on sortait comme ça un produit emblématique d'origine étrangère fabriqué sur le sol français avec un drapeau du pays concerné, je suis pas sûr que ça se passe très bien. Donc faut faire attention aussi à ce qui se pratique avec notre emblème national à l'étranger. Ça, c'est un point qui est très important, parce que quelque part, on ne défend pas nos productions françaises et nos productions agricoles si on est trop laxiste. On a été trop laxiste dans le passé. Je reviens par rapport à vos remarques sur les appellations qui ont été prises par certains pays dans les années 50, 60. On aurait peut-être... alors, ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics, mais c'est peut-être aussi des filières, les fédérations qui n'ont pas été assez fortes pour dire attention, stop, là, il y a des copies qui se font à l'étranger, et les pouvoirs publics auraient pu accompagner cette démarche aussi. Mais c'est un problème épineux, et je pense que c'est quand même important de le souligner, et peut-être de voir ce qu'il est possible éventuellement de faire. Vous parliez tout à l'heure de la feta en Grèce. C'est vrai qu'ils ont réussi, in extremis, à reprendre l'appellation feta, et aujourd'hui on n'a plus le droit de fabriquer de la feta en France avec le nom feta, encore moins avec le drapeau grec, mais voilà. Donc ils ont réussi à se réapproprier, mais c'était in extremis, et je pense que 5 ou 10 ans plus tard, ça aurait été trop tard. Moi, je pense qu'il faut garder dans l'esprit, il ne faut pas se tromper de combat. Je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse attention à faire valoir le drapeau français, mais le premier combat, c'est de garder la production chez nous. Parce que on se rend compte, pour notre filière, le point de rupture, il a failli arriver. Et on n'est toujours pas sorti. Aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on a tendance à dire depuis
25 ans, la filière moutarde, c'est compliqué, mais c'est tous les ans de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on tient vraiment par un bout de ficelle. Et je pense que beaucoup d'autres petites productions locales comme les nôtres sont dans le même état. Et à ce moment-là, il ne se posera plus la question de savoir si on est en concurrence avec les autres, puisque la production chez nous, elle sera terminée. Donc le premier combat pour nous, c'est de garder cette capacité à produire. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite avec les phytos, et il faut trouver des moyens pour mettre plus d'argent sur l'accompagnement de la génétique. Il n'y a pas d'autre solution. Je voulais un peu réagir. Je suis pas là pour faire un débat avec entre le rapporteur et le président, mais il y a quand même une réflexion qui mérite peut-être qu'on la pousse un peu plus. Moi, ce que je constate au terme de cette audition, c'est que nous avons dans cette filière une partie de l'industrie qui est quand même vertueuse, mais la question que je me pose, c'est comment elle arrive à valoriser cette vertu. C'est ça la question. Parce que, mis à part cette appellation moutarde de Bourgogne, qui reste assez confidentielle, on ne voit pas vraiment le moyen de pouvoir faire la promotion de cette démarche vertueuse auprès du consommateur et d'avoir un retour sur cet investissement. Moi, je crois qu'il y a que les combats qu'on ne mène pas, qui sont, je sais plus comment on dit, qui sont perdus d'avance. Voilà. Moi, je comprends toutes les difficultés sur l'appellation sur la protection des appellations, comme la moutarde de Dijon, sur le DAP français. Mais ce que je vois aussi, c'est que finalement, j'ignore si le président a exprimé une opposition qui est très personnelle ou si elle est partagée aussi par le gouvernement. Parfois, je me pose un peu la question, mais c'est quand même assez problématique de considérer. Moi, je connais personne, à part des multinationales, qui puisse se satisfaire que la saucisse de Francfort puisse être fabriquée en France avec du porc français. Moi, j'ai l'impression que les gens dans la rue ou le consommateur français, ils trouvent plutôt normal qu'une entreprise française qui fabrique de la saucisse avec du porc français, sa saucisse s'appelle la saucisse de Strasbourg, ce qui ne vous déplaira pas, monsieur le président, mais qu'il y ait un peu cette honnêteté vis-à-vis du consommateur, où on arrête finalement de mondialiser comme ça les appellations qui sont par nature des appellations qui font référence à une culture locale, à une production locale. Et c'est vrai qu'on, mettons-nous à rêver, si demain nous pouvions récupérer la maîtrise de cette appellation moutarde de Dijon, avec la protection non seulement de la transformation sur place, mais aussi de la production de graines, ce serait quand même beaucoup plus facile pour votre filière, pour pouvoir valoriser cet effort de relocalisation. Et sur l'utilisation du drapeau français, je suis désolé, on ne peut pas accepter... vous avez fait, monsieur Desarméniens, la distinction entre le service et la production. Des Français qui s'installent à New York pour ouvrir un restaurant, je trouve ça plutôt valorisant pour la France de pouvoir justement permettre l'utilisation du drapeau français, comme j'imagine le Vietnam trouve valorisant qu'il y ait des restaurants vietnamiens parce qu'ils font la promotion de la culture vietnamienne par leur modèle de restauration, utilise le drapeau vietnamien. Mais le fait de produire à l'étranger des productions qui n'ont rien à voir avec la France, je considérais toujours que utiliser le drapeau français sur l'étiquetage de ces produits reste trompeur pour le consommateur, et je crois que c'est important, au détriment des intérêts économiques de la France, c'est évident, puisque la France ne s'y retrouve pas, et que ça reste une pratique à combattre, et alors, avec toutes les difficultés que ça comporte, mais en tout cas, moi, c'est une position que j'exprime de façon personnelle, mais je considère que c'est un combat à mener. Je vais juste préciser, avant que vous réagissiez, monsieur le rapporteur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Et donc c'est une position personnelle que je tiens, et je m'exprime en aucun cas au nom de la majorité ni au nom du gouvernement. Donc je suis un peu étonné de votre réaction à l'instant. C'était une réaction que je mettais au débat pour précisément que nous ayons un débat. Voilà. Et donc je n'ai en aucun cas dit que ces pratiques que vous dénoncez et qui portent préjudice à votre filière, je les trouvais sans intérêt. Voilà, je voulais juste faire ce point de clarification.
Non, effectivement, il faut bien distinguer effectivement les pratiques de certaines fédérations ou de groupements d'industriels qui effectivement utilisent des recettes, des appellations, etc. Et aujourd'hui, ça fait partie quelque part de notre quotidien, hein, parce qu'il y a des spécialités qui sont fabriquées sur le sol français en reprenant des recettes d'autres pays. Tant que c'est codifié et que c'est accepté des deux parties, ça ne pose pas de problème. C'est le cas aujourd'hui de la moutarde de Dijon. Hein. Je veux dire, le code de bonne pratique, comment vous voulez l'attaquer au niveau communautaire? C'est juste pas possible. On peut pas revenir en disant, la France reprend son appellation moutarde de Dijon et aujourd'hui, ça doit être fabriqué uniquement sur le territoire national, alors que c'est un code de bonne pratique communautaire. Donc ça, c'est juste pas possible. Non, ce qu'il faut pointer, je pense, ce sont les abus, c'est-à-dire ceux qui en remettent une couche en utilisant des emblèmes nationaux et qui peuvent être trompeurs pour le consommateur. C'est ça, à mon avis, qu'il faut pointer. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet très épineux parce qu'il y a des groupes agroalimentaires français qui sont implantés aussi à l'étranger, qui fabriquent des spécialités et qui parfois aussi mettent les emblèmes nationaux. Donc il faut bien voir où on met les pieds. Mais pour moi, parfois, c'est abusif et ce n'est pas normal. Surtout quand c'est des groupes en plus qui ne sont pas du tout de nationalité française. Si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais un peu recentrer le débat. Je ne dis pas que ce n'est pas un souci, mais nous, à notre niveau, ce qu'on veut, c'est pouvoir produire de la graine de moutarde en France. Voilà. Et qu'on nous donne les moyens de production. On ne va pas refaire le débat de l'éco-phyto, quoi que ce soit. Et qu'on nous donne un peu de moyens par la recherche génétique. Voilà, c'est vraiment notre sujet principal. Merci, Monsieur le Président. Alors, s'il n'y a plus de réaction, on va terminer cette audition. On a fait 1h30, c'était très intéressant. Petite filière, mais qui effectivement pose beaucoup de grandes questions en fait sur le passé, l'actualité, le futur de l'agriculture française et qui par ailleurs montre que rien n'est jamais perdu aussi en agriculture. D'ailleurs, puisque c'était une filière qui était quasiment au point mort il y a 40 ans, comme vous l'avez rappelé, et qui a su se relancer. Donc tout est possible. Et encore merci à notre collègue Benoît Borda qui a vraiment suscité cette audition et je pense que nous ne regrettons pas de l'avoir eue. Voilà, merci à tous et on reprend à 11h